3. La dernière heure de Senior. Par un beau matin de l'année 1836, Nassau William Senior, que l'on pourrait appeler le normalien des économistes anglais, également fameux par sa science économique et son beau style, fut invité à venir apprendre à Manchester l'économie politique qu'il professait à Oxford. Les fabricants l'avaient élu leur défenseur contre le Factory Act nouvellement promulgué et l'agitation des 10 heures qui allait encore au-delà. Avec leur sens pratique ordinaire, ils avaient cependant reconnu que monsieur le professeur wanted a good deal of finishing, avait grand besoin du coup de pouce de la fin pour être un savant accompli. Ils le firent donc venir à Manchester. Le professeur mit en style fleuri la leçon que lui avaient faite les fabricants dans le pamphlet intitulé Letters on the Factory Act as it affects the cotton manufacture, Londres 1837. Il est d'une lecture récréative, comme on peut en juger par le morceau suivant. Avec la loi actuelle, aucune fabrique qui emploie des personnes au-dessous de 18 ans ne peut travailler plus de 11h30 par jour, c'est-à-dire 12 heures pendant les 5 premiers jours de la semaine et 9 heures le samedi. Eh bien, l'analyse suivante démontre que, dans une fabrique de ce genre, tout le profit net provient de la dernière heure. Un fabricant dépense 100 000 livres sterling, 80 000 livres sterling en bâtiments et en machines, 20 000 en matières premières et en salaires. En supposant que le capital fasse une seule évolution par an et que le profit brut atteigne 15%, la fabrique doit livrer chaque année des marchandises pour une valeur de 115 000 livres sterling. Chacune des 23 demi-heures de travail produit chaque jour 515e ou 1/23e de cette somme. Sur ces 23/23e, qui forment l'entier des 115 000 livres sterling, 20/23e, c'est-à-dire 100 000 livres sterling sur les 115 000, remplacent ou compensent seulement le capital. 1/23e, ou 5 000 livres sterling sur les 15 000 de profit brut, couvre l'usure de la fabrique et des machines. Les 2 23e qui restent, les 2 dernières demi-heures de chaque jour, produisent le profit net de 10%. Si donc, les prix restant les mêmes, la fabrique pouvait travailler 13 heures au lieu de 11,5, et qu'on augmenta le capital circulant d'environ 2600 livres sterling, le profit net serait plus que doublé. D'un autre côté, si les heures de travail étaient réduites d'1 heure par jour, le profit net disparaîtrait. Si la réduction allait jusqu'à 1h30, le profit brut disparaîtrait également. Note 9. Et voilà ce que monsieur le professeur appelle une analyse. S'il ajoutait foi aux lamentations des fabricants, s'il croyait que les travailleurs consacrent la meilleure partie de la journée à la reproduction ou au remplacement de la valeur des bâtiments, des machines, du coton, du charbon, etc., alors toute analyse devenait chose oiseuse. Messieurs, avait-il à répondre tout simplement, si vous faites travailler 10 heures au lieu de 11h30, la consommation quotidienne du coton, des machines, etc., toutes circonstances restant égales, diminuera de 1h30. Vous gagnerez donc tout juste autant que vous perdrez. Vos ouvriers dépenseront à l'avenir 1h30 de moins à la reproduction ou au remplacement du capital avancé. Pensait-il au contraire que les paroles de ces messieurs demandaient réflexion et jugeait-il en qualité d'expert une analyse nécessaire, alors il devait avant tout, dans une question qui roule exclusivement sur le rapport du bénéfice net à la grandeur de la journée de travail, prier les fabricants de ne pas mettre ensemble dans le même sac des choses aussi disparates que machines, bâtiments, matières premières et travail, et de vouloir bien être assez bon pour poser le capital constant contenu dans ces machines, matières premières, etc., d'un côté, et le capital avancé en salaire de l'autre. S'il trouvait ensuite par hasard que d'après le calcul des fabricants, le travailleur reproduit ou remplace le salaire dans 2 23e de sa journée ou dans 1 heure, l'analyste avait alors à continuer ainsi. Suivant vos données, le travailleur produit dans l'avant-dernière heure son salaire et dans la dernière votre plus-value ou bénéfice net. Puisqu'il produit des valeurs égales dans des espaces de temps égaux, le produit de l'avant-dernière heure est égal au produit de la dernière. De plus, il ne produit de valeur qu'autant qu'il dépense de travail, et le quantum de son travail a pour mesure sa durée. Cette durée, d'après vous, est de 11h30 par jour. Il consomme une partie de ces 11h30 pour la production ou le remboursement de son salaire, l'autre partie pour la production de votre profit net. Il ne fait rien de plus tant que dure la journée de travail. Mais puisque, toujours d'après vous, son salaire et la plus-value qu'il vous livre sont des valeurs égales, il produit évidemment son salaire en 5 heures 3/4 et votre profit net dans les autres 5 heures 3/4. Comme de plus les filets produits en 2 heures équivalent à son salaire plus votre profit net, cette valeur doit être mesurée par 11h30 de travail, le produit de l'avant-dernière heure par 5 heures 3/4, celui de la dernière également.
Nous voici arrivés à un point délicat. Ainsi attention. L'avant-dernière heure de travail est une heure de travail, tout comme la première, ni plus, ni moins. Comment donc le fileur peut-il produire en une heure de travail une valeur qui représente 5 heures 3/4? En réalité, il n'accomplit point un tel miracle. Ce qu'il produit en valeur d'usage dans une heure de travail est un quantum déterminé de filets. La valeur de ces filets est mesurée par 5 heures 3/4 de travail, dont 4 heures 3/4 sont contenues, sans qu'il y soit pour rien, dans les moyens de production, coton, machines, etc. consommés, et dont 4/4 ou 1 heure a été ajoutée pour lui-même. Puisque son salaire est produit en 5 heures et 3/4, et que les filets qu'il fournit en 1 heure contiennent la même somme de travail, il n'y a pas la moindre sorcellerie à ce qu'il ne produise en 5 heures et 3/4 de filage qu'un équivalent des filets qu'il produit dans une seule heure. Mais vous êtes complètement dans l'erreur si vous figurez que l'ouvrier perd un seul atome de son temps à reproduire ou à remplacer la valeur du coton, des machines, etc. Par cela même que son travail convertit coton et broches en filets, par cela même qu'il file, la valeur du coton et des broches passe dans les filets. Ceci n'est point dû à la quantité, mais à la qualité de son travail. Assurément, il transmettra une plus grande valeur de coton, etc. en 1 heure qu'en une demi-heure, mais tout simplement parce qu'il file plus de coton dans le premier cas que dans le second. Comprenez-le donc bien une fois pour toutes. Quand vous dites que l'ouvrier, dont la journée compte 11h30, produit dans l'avant-dernière heure la valeur de son salaire et dans la dernière le bénéfice net, cela veut dire tout bonnement que dans son produit de 2 heures, que celle-ci se trouve au commencement ou à la fin de la journée, juste autant d'heures de travail sont incorporées qu'en contient sa journée de travail entière. Et quand vous dites qu'il produit dans les premières 5 heures 3/4 son salaire, et dans les dernières 5 heures 3/4 votre profit net, cela veut dire encore tout simplement que vous payez les premières, et que pour les dernières vous ne les payez pas. Je parle de paiement du travail, au lieu de paiement de la force de travail, pour me conformer à votre jargon. Si maintenant vous examinez le rapport du temps de travail que vous payez au temps de travail que vous ne payez point, vous trouverez que c'est demi-journée pour demi-journée, c'est-à-dire 100%, ce qui assurément est le taux d'un bénéfice assez convenable. Il n'y a pas non plus le moindre doute que si vous faites travailler vos bras 13 heures au lieu de 11h30 et que vous annexiez simplement cet excédent au domaine du surtravail, ce dernier comprendra 7/4 au lieu de 5 heures 3/4 et le taux de la plus-value s'élèvera de 100% à 126%. Mais vous allez par trop loin si vous espérez que l'addition de 7h30 élèvera votre profit de 100 à 200% ou davantage, ce qui ferait plus que le doubler. D'un autre côté, le cœur de l'homme est quelque chose d'étrange, surtout quand l'homme le porte dans sa bourse. Votre pessimisme frise la folie, si vous craignez que la réduction de la journée de 11h30 à 10h30 fasse disparaître tout votre profit net. Toutes circonstances restant les mêmes, le surtravail tombera de 5 heures 3/4 à 4 heures 3/4, ce qui fournira encore un taux de plus-value tout à fait respectable, à savoir 82,14 23e%. Les mystères de cette dernière heure, note 10, sur laquelle vous avez débité plus de comptes que les chiliastes sur la fin du monde, tout cela est all bosh, de la blague. Sa perte n'aura aucune conséquence funeste. Elle n'ôtera ni à vous votre profit net, ni aux enfants des deux sexes que vous consommez productivement cette pureté d'âme qui vous est si chère. Note 11. Quand une bonne fois votre dernière heure sonnera, pensez au professeur d'Oxford. Et maintenant, c'est dans un monde meilleur que je désire faire avec vous plus ample connaissance. Salut. C'est en 1836 que Senior avait fait la découverte de sa dernière heure. 8 ans plus tard, le 15 avril 1848, un des principaux mandarins de la science économique officielle, James Wilson, dans l'Économiste de Londres, à propos de la loi des 10 heures, entonna la même ritournelle, sur le même air.